Alors que la météo se détériore, l'équipage de l'Agulys II avance dans la glace. Leur seul espoir de retrouver l'endurance de Shackleton repose sur un véhicule sous-marin autonome, un éclaireur robotique, qui balaie le fond marin et cartographie chaque contour à la recherche de quelque chose d'inhabituel. Mais après 30 heures de mission, le véhicule sous-marin autonome doit faire surface et donner des nouvelles. Les écrans restent vides, aucun signal, aucun contact. L'épave qu'ils recherchent est peut-être perdue, tout comme leur seule machine capable de la retrouver. En 1914, Sir Ernest Shackleton avait pour objectif d'être le premier à traverser l'Antarctique par voie terrestre en lançant l'expédition impériale transantarctique à bord du 3-mâts Endurance. En janvier 1915, l'Endurance s'est retrouvée prise dans une épaisse banquise au large de la côte Caird, dans la mer de Weddell, et a dérivé pendant des mois. Après s'être brisé le 21 novembre 1915, il a coulé dans des eaux profondes de 3000 mètres. Deep Torxastes. Les 28 membres de l'expédition ont dérivé des mois sur la glace, à des centaines de kilomètres de la terre ferme. Lorsque la nourriture est venue à manquer, l'équipe a dû abattre les chiens de l'expédition pour les manger. Désespérés, ils ont pris la mer sur 3 canots de sauvetage et atteint l'île déserte d'Elephant, survivant grâce à la viande de phoque et de manchot. Shackleton et 5 membres de l'équipage ont pris le canot James Caird, parcouru 675 milles nautiques jusqu'à la Géorgie du Sud, puis traversé une montagne pour chercher de l'aide. En août 1916, après 467 jours passés sur la glace, les membres restants de l'expédition ont été secourus sur l'île Elephant. Tous les hommes ont survécu. La perte du navire et l'histoire épique de la détermination de Shackleton et de son équipage à survivre ont fait de l'Endurance l'épave la plus recherchée au monde. L'idée de retrouver les vestiges de l'Endurance a captivé les historiens maritimes et les archéologues pendant des décennies. Plusieurs expéditions pour retrouver l'Endurance ont échoué. En 2090, la fondation Flotilla des Pays-Bas finance une expédition de recherche non gouvernementale en mer de Weddell, Antarctique. L'expédition en mer de Weddell de 2019 part pour mener 45 jours de recherche et d'exploration le long du plan d'eau situé entre la péninsule antarctique et l'Antarctique de l'Est. Cette zone maritime est réputée très difficile d'accès et aucun navire, même l'Endurance, n'a jamais pu la traverser sans danger. Bien que l'objectif principal de l'association caritative soit de mener des recherches scientifiques, l'objectif secondaire est de localiser l'Endurance, qui aurait coulé à 100 milles nautiques à l'est de la plateforme de glace Larsen. La glace autour de la zone de recherche de l'Endurance pourrait être trop difficile d'accès, alors l'équipe décide de prévoir une recherche de secours pour le navire antarctique. L'Antarctique est également un navire de valeur de l'expédition antarctique suédoise, dirigée par le docteur Otto Nordenskjöld, qui a coulé en 1903 à environ 25 milles nautiques de l'île Paulette, près de l'extrémité nord-est de la péninsule antarctique. L'expédition de la mer de Weddell 2019, dirigée par le Dr John Shears, réunit une équipe multinationale de 36 scientifiques chercheurs, spécialistes et techniciens du Royaume-Uni, États-Unis, Russie, Norvège, Pays-Bas, Autriche, Afrique du Sud et Nouvelle-Zélande. Le professeur Julian Dowdeswell, le scientifique en chef, dirige l'équipe scientifique. Manson Bound, qui est un chasseur d'épaves accompli et un archéologue marin, est chargé de superviser la recherche et l'exploration des épaves historiques dans la mer de Weddell. En raison de l'environnement hostile de l'Antarctique, la période propice à toute étude sur le terrain est brève et se limite au mois d'été de l'hémisphère sud, de novembre à mars. À l'ouest de la mer de Weddell, la glace de mer, pouvant atteindre 2 mètres d'épaisseur, détermine le calendrier des recherches marines. La mission a de meilleures chances d'atteindre le site de recherche de l'Endurance entre la fin janvier et le début février, lorsque la glace de mer s'est quelque peu retirée. Seuls quelques navires dans le monde sont assez robustes pour tenter un voyage dans la mer de Weddell. L'équipe commence par examiner le brise-glace russe Mourmansk, un navire massif capable de briser la glace épaisse, mais il ne dispose pas des installations de recherche spécialisées dont ils ont besoin. Et ensuite, ils envisagent l'Odin suédois, un vétéran éprouvé des expéditions polaires, mais il n'est pas disponible à la location pendant la courte fenêtre estivale. Une à une, les options s'évanouissent. Ils ont besoin non seulement d'un navire puissant, mais aussi assez flexible pour servir de base de recherche flottante.
Ils ont besoin de laboratoires, d'ateliers et surtout du centre d'une chambre de plongée qui leur permettent de lancer des véhicules sous-marins en toute sécurité lorsque la banquise se referme autour de la coque. Au final, un seul navire répond à toutes les exigences. Le groupe opte pour le South African Agulhas Zoo, un navire de recherche polaire qui a coûté 161 millions de dollars à construire et qui est exploité par le département de l'environnement, des forêts et de la pêche au nom du gouvernement sud-africain. Nommé d'après la pointe sud de l'Afrique, le South African Agulhas II n'est pas simplement un autre navire de ravitaillement. C'est un navire de recherche polaire spécialement conçu pour survivre dans l'une des régions les plus hostiles de la planète. À 5 nœuds, l'Agulhas II brise la glace jusqu'à 1 m d'épaisseur. Long de 134 mètres, il peut briser la glace et transporter assez de carburant et de provisions pour le voyage aller-retour du Cap à l'Antarctique. Ces ponts chauffés empêchent quant à la formation de glace par des températures négatives, tandis qu'une chambre de plongée située au centre de la coque permet de déployer des submersibles directement sous le navire, même lorsqu'il est entouré de glace. À bord, il y a des cabines pour une centaine de scientifiques et de membres d'équipage, des ateliers, des laboratoires, des grues et même un espace pour des hélicoptères. Il est propulsé par des moteurs diesel électriques entraînant 2 hélices orientables, ce qui lui confère à la fois une grande autonomie et la capacité de manœuvrer avec précision dans la glace. Pour cette expédition, le capitaine Connaissance Bengu commande le navire avec son équipage sud-africain expérimenté, travaillant aux côtés de chercheurs et d'archéologues internationaux. Chaque partie du navire a été conçue dans un seul but: transporter les personnes en toute sécurité vers le continent gelé et les ramener ensuite. En janvier 2019, l'Agulhas termine un ravitaillement de la base de recherche de l'expédition nationale sud-africaine en Antarctique. L'équipage vole jusqu'à la plateforme de glace Timbel, à 100 miles au sud de la base, pour rejoindre l'Agulhas et débuter leur voyage vers le sud. Une semaine plus tard, ils arrivent au site de la mer Larsen en fin de mois. L'équipe commence ses recherches sur l'environnement marin et la glace à bord de l'Agulhas II. Ils envoient un véhicule sous-marin autonome, ou véhicule sous-marin autonome pour cartographier l'environnement sous-marin. L'équipe dispose de 2 véhicules sous-marins autonomes libres Kongsberg Hagan d'Ocean Infinity, ainsi que de techniciens de la société. Les véhicules sous-marins autonomes de 6,2 mètres disposent de sortances de systèmes de navigation avancés et de capteurs pour cartographier, relever la température et mesurer la profondeur. Les véhicules sous-marins autonomes sont conçus pour fonctionner en continu pendant 60 heures à une vitesse maximale de 6 nœuds et peuvent opérer jusqu'à 6000 mètres de profondeur sous la ligne de flottaison. Les véhicules sous-marins autonomes ont été configurés pour effectuer des relevés du fond marin en regardant vers le bas et des relevés en regardant vers le haut sous la glace. Ils filment avec un Remotely Operated Vehicle sous-marin pour compléter les détails que les véhicules autonomes manquent. Le groupe Eclipse fournit et exploite le Remotely Operated Vehicle polyvalent. Il récupère des objets sous l'eau et possède un éclairage et des capacités vidéo pour des images de haute qualité. L'équipe utilise le Remotely Operated Vehicle pour explorer le fond marin et enregistrer la géologie et la vie marine. Et il pilote des avions et des drones télécommandés au-dessus de la banquise pour dresser un tableau de toute la zone. Ils utiliseront la même technologie pour rechercher l'épave de l'Endurance. Au début de l'expédition, le caisson de pression du Remotely Operated Vehicle explose à une profondeur de 3000 mètres lors d'une plongée d'essai. Agulhas se rend sur l'île du Roi George pour des pièces de rechange, mais la météo se détériore et l'avion ne peut pas les livrer. L'équipe dispose d'une fenêtre de temps limitée pour atteindre l'épave avant que la banquise ne se referme. Ils choisissent d'aller directement sur le site de l'Endurance. Les cartes satellites fournissent à l'équipage des images détaillées de la banquise, ce qui les aide à naviguer à travers les glaces. L'itinéraire est difficile et le navire pourrait se retrouver coincé dans la banquise, mais l'équipage à bord de l'Agulhas II utilise une technique inhabituelle pour briser la glace. Les brise-glaces utilisent la technique du balancement latéral. Si vous regardez ma vidéo sur le développement des brise-glaces, vous verrez qu'ils pompent de l'eau de ballast d'un côté du navire à l'autre. Mais Agulhas ne dispose pas de cette technologie, alors il balance la grue du navire d'un côté à l'autre, ce qui fait tanguer le navire et dessert la banquise suffisamment pour qu'il ne reste pas coincé. Il brise la glace au fur et à mesure et avance lentement à environ 3 à 5 nœuds, sautant de flaque en flaque d'eau libre. Même si l'équipe ne s'attend pas à voir autant d'animaux sauvages dans une zone aussi isolée, dans les eaux libres, ils sont accompagnés de rorquals de minke et de manchots empereurs.
Et lorsque le navire s'immobilise, ils sont entourés par des centaines de phoques crabiers, un nom qu'ils ne méritent pas car il n'y a pas de crabes en Antarctique. Pour affiner les recherches, l'équipe a consulté les archives du navigateur de Shackleton, Frank Worsley. Worsley a localisé leur position dans la mer de Weddell à l'aide d'un sextant et d'un chronomètre. C'était un exploit extraordinaire de compétences, reposant sur de rapides aperçus du soleil à travers les nuages, des calculs minutieux et la main sûre d'un marin qui connaissait ses instruments mieux que quiconque. Le jour où l'Endurance a coulé, la météo était contre lui. Mais lorsque le ciel s'est dégagé le lendemain matin, il a noté des coordonnées précises. 68 degrés, 39 minutes sud, 52 degrés, 22 minutes ouest. Même alors, la dérive des glaces signifiait que ces chiffres ne pouvaient être qu'une approximation. Les recherches modernes utilisent maintenant les notes de Worsley comme point de départ, traçant une grille de 72 000 marins carrés. Quelque part dans cette grille, à 3000 mètres de profondeur, repose l'épave de l'Endurance. Le 11 février, l'équipe de l'Agulus 2 atteint les dernières coordonnées relevées par Worsley. L'équipe d'expédition se donne 5 jours pour trouver l'épave à l'aide d'un véhicule sous-marin autonome. Contrairement à un remotely operated vehicle, un véhicule sous-marin autonome n'est pas relié au navire-mère par un câble. À la place, il est programmé et suit sa trajectoire de façon autonome. L'équipe ne perd pas de temps. Après 4 heures, le véhicule sous-marin autonome est dans l'eau et commence la recherche d'anomalies au fond de l'océan. Le véhicule sous-marin autonome cartographie le fond marin à l'aide de son sonar à balayage latéral et de son sondeur multifaisceau, avec une résolution allant de 10 mètres à un demi-mètre. Le véhicule sous-marin autonome possède d'autres capteurs. Si l'épave est très enfouie sous les sédiments, les magnétomètres et le profileur de sous-fond de le véhicule sous-marin autonome peuvent tenter à détecter des anomalies et localiser des objets métalliques sur le fond marin. Le véhicule sous-marin autonome dispose également d'une caméra haute définition pour enregistrer la scène. Comme une tondeuse à gazon, le véhicule sous-marin autonome parcourt sa zone de recherche en ligne droite, allant d'avant en arrière selon une grille programmée. Il est programmé pour suivre 11 lignes dans le schéma de recherche pendant une plongée de 44 heures. L'équipe n'aura les résultats de la plongée qu'après récupération du drone et téléchargement des données pour analyse. Récupérer le VUA est difficile dans les conditions de glace de mer extrême. Le VUA envoie régulièrement un signal avec sa position et, s'il perd le contact avec le navire, il remontera automatiquement à un endroit précis pour être récupéré. Mais si la glace de mer s'est refermée, il sera alors piégé dessous. À mesure que la glace de mer se referme, le capitaine doit manœuvrer l'Agulus pour maintenir une ouverture afin de récupérer le VUA. Au bout de 30 heures de plongée, le VUA a terminé 7 lignes de la grille de recherche lorsque les opérateurs perdent le contact. Ils attendent quelques minutes et vérifient les pointes de récupération, mais le VUA reste introuvable. L'équipe perd la communication avec le VUA. Il est possible que la batterie se soit déchargée, ce qui peut arriver aux batteries dans un environnement froid. Le VUA est en flottabilité neutre pendant les opérations de mission et transporte 2 lestes largables de 17 kg, un à l'arrière et un à l'avant, et il possède une balise pour que l'équipe puisse le retrouver facilement à la surface. Lorsque le VUA perd de l'énergie, les lestes tombent. Le VUA fait surface sous la glace et, comme il ne peut pas voir le ciel depuis sous la glace, sa balise ne fonctionne pas. Une opération de recherche est lancée pour retrouver le VUA. Normalement, le véhicule Underwater Robot est déployé pour retrouver le VUA sous la glace, mais il est en panne et attend toujours une pièce de rechange. La glace flottante rend la recherche encore plus difficile. Ils font voler les drones au-dessus de la glace pour essayer de repérer le VUA depuis les airs. La température chute, la recherche est annulée pour sécurité. Le VUA est laissé sur place et l'expédition de la mer de Weddell de 2019 se termine par un échec. L'expédition 2019 s'achève sur une grande déception. Leur véhicule autonome de pointe disparaît sous la glace pour ne jamais réapparaître. Sans lui, la recherche est impossible. L'Agulus 2 fait demi-tour, transportant un équipage qui sait qu'il était passé tout près, mais a finalement échoué. Pour un navire déjà empreint de légende, l'Endurance fait honneur à son nom en défiant une fois de plus la découverte. Mais le rêve ne meurt pas. Pendant 3 longues années, l'épave reste hors de portée, mais l'élan grandit. Le Falklands Maritime Heritage Trust apporte des fonds décidés à finir ce que d'autres avaient recommencé. En 2022, le même navire, les mêmes dirigeants et une équipe plus grande et mieux équipée sont prêts à retenter l'aventure. En 2022,
le Falklands Maritime Heritage Trust finance l'expédition Endurance 22 pour retrouver l'Endurance. Le Falkland Maritime Heritage Trust a déjà retrouvé des navires de guerre allemands coulés en 1914 lors de la bataille des îles Malouines. La fondation utilise l'Aguilis II et la même équipe que lors de l'expédition de 2019 car ce navire est l'un des rares à atteindre la mer de Weddell. La fondation veut non seulement retrouver et examiner l'épave de l'Endurance, mais aussi sensibiliser et éduquer la jeunesse mondiale sur les latitudes australes, leur foyer. Le programme scientifique comprend une étude des paramètres de la banquise et de la réaction du navire face aux conditions difficiles de glace et d'eau. L'expédition est de nouveau dirigée par le docteur John Shears, avec l'archéologue maritime Manson Bound, une fois de plus responsable de la recherche de l'Endurance. Au total, l'équipe est composée de 65 scientifiques, ingénieurs, techniciens, pilotes et cinéastes de renommée mondiale, ainsi que de l'équipage très expérimenté de l'Aguilis II. Le 5 février 2022, l'Agulus quitte le Cap, en Afrique du Sud, pour un voyage de 10 jours et de 3250 milles nautiques vers la mer de Weddell. Une équipe du service météorologique sud-africain guide l'Aguilis entre deux systèmes de basse pression en formation pour éviter des eaux agitées et des vagues dangereuses de 9 à 12 mètres. Ils font des briefings météo quotidiens en analysant les conditions glaciales rencontrées pendant le voyage. En chemin, l'équipe à bord de l'Aguilis déploie des flotteurs Argo détecteurs de vagues dans l'eau à chaque ligne de latitude le long de la route dans le cadre de la recherche. Les garçons Argo collectent au compte des données sur la température, la salinité, la pression, et des éléments comme l'oxygène, le pH, les nitrates, la chlorophylle dans l'océan austral. Le 16 février, l'équipe Endurance 22 arrive en mer de Weddell. Comme prévu, la mer est gelée, mais les conditions sont meilleures qu'à la dernière tentative. Et l'Aguilis peut couper à travers sans difficulté. L'équipe est assistée par des scientifiques de Drift and Noise Polar Services, spécialisés dans la navigation dans la glace pour les navires de mer polaire. Ils guident l'équipage vers le site de recherche grâce à l'application ICC, un programme cartographique donnant des infos quasi en temps réel sur la glace de mer. Des spécialistes du centre aérospatial allemand sont également à bord pour aider à la navigation en donnant accès à des photos satellites haute résolution qui permettent de différencier la glace fine, les crêtes et les différentes flores de glace. L'équipe de recherche utilise des images infrarouges thermiques pour cartographier la glace et obtenir des cartes de température détaillées sur son état. Des chercheurs de l'université de Stellenbosch en Afrique du Sud installent des capteurs autour du navire pour analyser la réaction de l'Aguilis II aux vagues et à l'impact de la glace sur la propulsion, provoquant des vibrations dans tout le navire. Alors que l'Aguilis II progresse à travers la banquise, un scientifique allemand de la glace de l'Institut Alfred Wegener suspend une sonde d'épaisseur de glace à la proue tribord du navire pour surveiller en temps réel l'épaisseur de la banquise. Les données des capteurs complètent une étude d'une université finlandaise cherchant à mieux comprendre la réaction des navires aux charges de glace pour améliorer la conception des brise-glaces. Si l'Aguilis II ne peut accéder au site, l'équipe prépare 2 hélicoptères pour se aux États-Unis pour transporter le matériel et installer un camp temporaire afin de descendre un véhicule sous-marin autonome dans un trou foré dans la glace. Mais cela n'est pas nécessaire. L'Aguilis parvient à ouvrir un passage sûr à travers la glace directement jusqu'à l'épave. Deep Ocean Search est l'équipe responsable de localiser et documenter l'épave de l'Endurance sous la direction de Manson Bound. Pour retrouver l'épave de l'Endurance, Deep Ocean Search délimite la zone de recherche du véhicule sous-marin. L'équipe a établi une zone de recherche plus large de 15 sur 8 milles nautiques, soit 120 milles nautiques carrés, environ la moitié de la taille de la ville de New York. 2 nouveaux véhicules sous-marins autonomes Sabertooth sont préparés par l'équipe de Deep Ocean Search. Le Sabertooth est produit par l'entreprise suédoise d'aérospatiale et de défense. C'est un véhicule hybride, véhicule sous-marin autonome, Remotely Operated Vehicle, de la taille d'une berline compacte qui peut fonctionner dans les conditions les plus hostiles à des profondeurs de plus de 3000 mètres. Il peut être configuré pour fonctionner de manière autonome avec un sonar. Mais pour sa première mission, le Sabertooth est contrôlé depuis la surface à l'aide d'un câble à fibre optique et équipé de capteurs, de lumière et de caméras. Le câble à fibre optique sert à transférer les données des capteurs, de la caméra et à contrôler le véhicule sous-marin autonome. Le site de recherche de l'Endurance est recouvert d'une couche de glace pouvant atteindre 1,40 m d'épaisseur.
Trouver une épave est généralement difficile et dangereux, mais explorer une région du fond marin recouverte d'une épaisse couche de glace nécessite une préparation minutieuse, des données précises et une compréhension de la direction et de la vitesse de la dérive de la banquise. Sabretooth ne peut plonger sous la glace que 9 heures d'affilée, donc l'équipe exploite toutes ces données pour ajuster les opérations sous-marines et optimiser la plongée. Le capitaine guide Agulus à travers les fissures et les ouvertures de la glace et le place en position pour lancer Sabretooth depuis l'arrière du navire. Les jours raccourcissent et les températures baissent nettement avec le changement des saisons antarctiques. Pour ne pas être piégé par la glace, l'équipe travaille jour et nuit par des températures négatives pour retrouver endurance. Lorsque la température atteint moins 35 degrés Celsius, l'équipement gèle. Les pannes d'équipement posent un gros problème à l'équipe déjà très sollicitée. Les tigres à dents de sabre sont poussés à leurs limites. Les véhicules sous-marins autonomes ne sont pas habitués à aller aussi profondément dans une eau aussi froide où des stalactites de glace se forment dès qu'ils sont sortis de l'eau. Les températures sur le pont descendent jusqu'à moins 20 degrés Celsius. La température extrêmement basse a un impact significatif sur le treuil et le câble à fibre optique, qui deviennent cassants à de très basses températures. Le câble à fibre optique mesure plusieurs kilomètres de long et il se casse à plusieurs endroits. Alors l'équipe coupe le câble en nouvelle longueur et le rembobine. L'équipe a monté une tente sur le pont arrière avec un chauffage polaire pour assurer les opérations de le véhicule sous-marin autonome, puis Agulus se retrouve coincé dans la glace. Dès qu'il cesse de bouger, la glace commence à se refermer autour d'eux. L'équipage fait tout son possible pour briser la glace autour de la coque. Ils mettent les moteurs en marche et balancent le navire de bâbord à tribord en utilisant la grue pour déplacer le poids d'un côté à l'autre. Agulus parvient à se libérer après être resté coincé pendant toute une journée. Ils restent souvent coincés brièvement, attendant que la glace les libère. À l'approche de l'hiver et alors que les températures se continuent de chuter, c'est au Dr Shears de décider quand arrêter l'expédition pour la sécurité de l'équipe. En 10 jours, ils couvrent près de 85% de la zone recherchée. Il leur reste moins de 3 jours sur la glace, avant que l'hiver ne les oblige à retourner au cap. Le 5 mars, la caméra du Sabretooth filme une cloison en bois à 3800 mètres de profondeur, aux coordonnées 68 degrés 44 minutes, 21 secondes sud, 52 degrés 19 minutes, 47 secondes, ouest à seulement 5,4 milles nautiques de la dernière position connue de l'Endurance. Avant de pouvoir confirmer qu'il s'agit bien de l'épave de l'Endurance, les batteries du VUA sont faibles et ils doivent le remonter pour le recharger. L'horloge de l'hiver tourne. Ils ont trouvé quelque chose et ils doivent revenir aussi vite que possible pour découvrir s'il s'agit de l'Endurance. Ils changent la charge utile et installent un sonar latéral, un sonar multifaisceau ainsi qu'une caméra haute définition pour remplacer les capteurs du Sabretooth. L'une des pièces tombe en panne et il faut 8 heures aux ingénieurs pour résoudre le problème, pendant qu'Agulys dérive avec la glace, se retrouvant ainsi au mauvais endroit pour la plongée. Le capitaine Bangu manœuvre Agulys aussi près que possible dans la glace. Le trajet de le véhicule sous-marin autonome de la surface jusqu'à l'épave prend encore 2 heures. Presque 12 heures se sont écoulées lorsque Sabretooth revient à l'épave. À 4 heures du matin, les membres seniors surveillent les moniteurs dans la salle de contrôle tandis que le drone s'approche de l'épave. Il s'approche et fait une pause. Ensuite, il se déplace de la proue à la poupe et plane au-dessus du sommet de l'épave. Bien que le navire soit écrasé, l'épave est intacte et dans un état remarquable, comme si elle avait coulé récemment. En raison du froid intense, du manque de lumière et des niveaux relativement faibles d'oxygène, ces bois sont bien préservés. Les organismes qui consomment normalement une épave en bois ne prospèrent pas dans cet environnement, mais il y a des créatures comme les éponges et les crinoïdes qui ont fait de l'épave leur maison. À mesure que le drone s'approche de la poupe, les moniteurs montrent le gouvernail reposant sur le fond marin et, gravé dans la poupe juste en dessous de la rambarde, se trouve le nom Endurance. Sous le nom figure une étoile à 5 branches, vestige d'avant l'achat du navire par Shackleton. Avec seulement 6 heures de travail effectif, Sabretooth utilise ce temps pour photographier le bois et le champ de débris alentour. Le navire paraît presque identique à la dernière photo prise par Frank Hurley, le cinéaste de Shackleton, en 1915. Le gréement est emmêlé et les mâts sont tombés, mais la coque est en relativement bon état. La proue est endommagée, sans doute par un choc avec le fond marin. Les ancres sont présentes.
Sur le pont découvert, la barre du navire reste intacte, tous ses rayons visibles. Devant la barre se trouve la porte d'accès ouverte et les marches qui descendent du pont vers la cabine. Le hublot de la cabine de Shackleton est visible près de la descente. La cheminée étroite est toujours avec le navire, mais elle n'est plus droite. Elle repose presque perpendiculairement à la quille, son sifflet à vapeur toujours attaché. La lucarne de la salle des machines est à côté. Près du milieu du navire, il y a une botte ainsi que plusieurs assiettes et une tasse. Comme sur les dernières photos de Frank Hurley, mât, espars, baume et cornes sont tombés. L'équipe utilise aussi un sonar latéral, un sonar multifaisceau et un laser 3D pour scanner la coque et les débris, créant ainsi un modèle 3D haute résolution. L'équipe ne prend rien d'autre que des photos. En vertu du traité sur l'Antarctique, l'Endurance est protégée en tant que site historique et reste donc intacte sur le fond marin. Pour beaucoup, le moment semble symbolique. L'épave a été retrouvée au 100e anniversaire de l'enterrement de Shackleton. Cette découverte met fin à l'un des plus grands mystères de l'exploration polaire. Mais plus encore, elle offre au monde une image finale du navire qui a emmené 28 hommes dans la glace et a porté la légende de Shackleton dans l'histoire.